Bonjour, monsieur le professeur Christian Botta. Bonjour. Je suis très content de vous voir ici à Phnom Penh et aussi votre première visite à Phnom Penh vous impressionne beaucoup ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais là, je commence à entrer dans le sujet. Vous êtes un intervenant à la conférence scientifique ici à Phnom Penh sur le thème améliorer les connaissances et les compétences pour de meilleurs soins. Quelle est l'importance de cette conférence pour vous? C'est une occasion de partage les connaissances entre les docteurs médicaux français et cambodgiens ou c'est comment, monsieur le professeur, s'il vous plaît? On peut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a 4 thèmes qui ont été abordés. Sur ces 4 thèmes, c'est très intéressant parce qu'il y en a un qui sont l'antibiorésistance, les maladies infectieuses et toute cette dimension qui étaient les maladies transmissibles. Et je crois qu'actuellement, on est en train de changer de siècle de la médecine. Euh, L'enjeu maintenant, c'est les maladies non transmissibles chroniques et qui interfèrent évidemment avec les maladies infectieuses. On l'a vu lors de l'épidémie de Covid. Les gens qui ont été frappés par l'épidémie de Covid, c'est souvent des gens qui avaient une maladie sous-jacente, en particulier métabolique, comme l'obésité, le diabète, etc. La deuxième dimension de la conférence, c'est de mettre en parallèle ce qu'on observe en France et ce qu'on observe au Cambodge. Et ça, je trouve que c'est très important parce que c'est évident qu'un Cambodgien n'est pas exactement comme un Français, même si ils ont un terrain génétique différent. La façon dont vont s'exprimer les maladies ne va pas nécessairement être strictement la même. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de nos différences. Et je trouve que c'est la deuxième dimension de cette conférence. C'est vraiment celle-là. Travailler ensemble, ça permet de comprendre des nouvelles choses parce que ce n'est pas strictement pareil dans des maladies qui ont la même étiquette. Le troisième point que je trouve très intéressant, c'est que la médecine, ce n'est pas une science, la médecine, c'est une pratique, hein, la pratique médicale, mais elle repose sur une science dont la principale est la biologie. Et on peut dire que depuis 10 ou 15 ans, on a une véritable explosion des connaissances de la biologie qui va nécessairement avoir un impact majeur sur les pratiques médicales. Je pense qu'être médecin dans les 10 ans qui viennent, ce ne sera pas le même métier qu'avoir été médecin il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'accéder à des données dont on n'avait aucune idée il y a 20 ans que nous ont révélé la biologie. Et quand on regarde par exemple, si on prend l'exemple de quelques maladies, par exemple dans le cancer, ce qu'on a entendu sur les cancers du foie, l'introduction de médicaments qui sont complètement nouveaux, comme ces médicaments qui visent les lymphocytes, réactiver les lymphocytes pour qu'ils nous défendent contre la tumeur, ce qui est leur fonction normale, mais la cellule tumorale essaie de bloquer les lymphocytes. Et donc on a maintenant des traitements qui essaient de redébloquer les lymphocytes pour nettoyer une tumeur. C'est simplement un exemple. Et on a d'autres exemples qui sont en train de poindre, dont il n'a pas été question dans la conférence, mais qui sont dans la même lignée que ça. Vous avez entendu parler par exemple des CAR T-cells dans le cancer. C'est des approches totalement nouvelles. Donc on va avoir des outils comme on n'avait jamais eu. Et ça va transformer la pratique médicale. Donc le quatrième point que vous mentionnez tout à l'heure, c'est le premier point, deuxième point, troisième point et quatrième point pour la conférence. Le quatrième, c'est quoi? Non, moi j'avais que ces 3 points-là. C'est les D'accord, 3 points merci. principaux. Et dans la conférence, on a mis le doigt sur cette évolution de la médecine qui est tout à fait considérable. Euh, je pense par exemple au cancer ou je pense par exemple au diabète. La façon dont on fait un diabète auto-immun, qu'on appelle le diabète de type 1 en France et au Cambodge, n'est pas exactement la même, simplement, je pense, parce qu'on a un terrain génétique différent, un environnement différent. C'est des maladies qui sont dites multigéniques, c'est-à-dire que ce n'est pas un gène, ce n'est pas une maladie génétique au sens classique du terme, c'est un terrain génétique qui C'est-à-dire, favorise la survenue de la maladie. les terrains génétiques, c'est-à-dire l'environnement ou c'est...
Non, le terrain génétique est à l'interface de l'environnement. Et les environnements ne sont pas les mêmes. L'environnement viral, par exemple, ne va pas être le même en France et au Cambodge. Le terrain génétique ne va pas être strictement le même. Et donc, il va y avoir des différences dans le développement de la maladie qu'il est très intéressant d'identifier pour mieux comprendre les mécanismes et au Cambodge et en France. Je m'excuse parce que moi, je ne suis pas spécialisé dans la médecine, c'est-à-dire les terrains génétiques, c'est-à-dire aussi à l'environnement, c'est lié aussi à l'alimentation, tout ça. C'est pourquoi ça provoque le diabète, c'est ça? On est une interface entre nos gènes qui D'accord. sont diversifiés dans une population, et a fortiori dans deux populations différentes comme la population du Cambodge et la population de la France, et à l'interface d'environnement, de virus, de nutrition, etc., qui ne sont pas strictement les mêmes. Ce qui explique qu'on ne va pas faire les maladies exactement de la même façon. Mais identifier ces différences sur la façon dont on fait la maladie, c'est très intéressant pour comprendre cette interface entre le terrain génétique et l'environnement. Donc, revenons à notre conférence ici, c'est-à-dire cette conférence permet-elle, par exemple, d'échanger des expériences, des compétences Tout à entre fait, les docteurs cambodgiens et les tout à fait. professeurs médicaux de la France? Ça permet d'échanger et ça permet d'imaginer des projets pour essayer d'avancer dans la compréhension dans les deux pays de ce type de maladie, comme par exemple le diabète. Il y a des données épidémiologiques qui montrent par exemple que les diabètes liés au système immunitaire, qu'on appelle le diabète de type 1, insulinodépendant, il y a un certain nombre de données qui indiquent que ça ne se développe pas exactement de la même façon dans les pays asiatiques et dans les pays européens. Dans les pays européens, la maladie est très prévalente chez les gens très jeunes, les enfants. Et l'impression qu'on a, c'est qu'il y a un second pic de la maladie qui, lui, est très important dans les pays asiatiques, mais de survenue de la maladie à un âge beaucoup plus tardif, à 30, 40, 50 ans. Et ça, c'est important parce que dans le diabète en général, ce qu'on appelle le diabète de type 2, il n'y a pas de paramètres biologiques. La glycémie est élevée, donc on dit aux gens, vous avez un diabète. Le problème derrière, c'est pourquoi on a un diabète. Et dans le diabète de type 2, dont on parle habituellement chez l'adulte, il n'y a aucun paramètre biologique qui permet de dire c'est un diabète de type 2. C'est simplement le médecin qui dit c'est un diabète de type 2, mais alors que le diabète de type 1, on a des paramètres biologiques qui sont les auto-anticorps. Et donc je pense que c'est important de rechercher ces auto-anticorps, pas seulement dans les diabètes précoces chez l'enfant, mais aussi dans les diabètes tardifs, pour une raison simple, c'est que le traitement n'est pas le même. Et que si on ne met pas le bon traitement, évidemment le diabète ne va pas être contrôlé de façon correcte, c'est-à-dire les niveaux glycémiques qu'on va obtenir ne vont pas du tout être les mêmes. Et donc cette identification est très importante. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, c'est-à-dire la coopération entre votre institution et l'Université des sciences de la santé ici doit continuer parce qu'il reste beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Quels sont les projets un peu concrets, par exemple, pour l'avenir de votre coopération? Mais typiquement, c'est d'imaginer un projet pour mieux phénotyper, c'est-à-dire étudier la maladie chez les adultes qui développent un diabète qui n'est probablement pas toujours un diabète de type 2. Et c'est donc d'identifier ces patients. Parce que, évidemment, le traitement du diabète dit de type 1 insulinodépendant, c'est de traiter par l'insuline. Le traitement du diabète de type 2, c'est des médicaments complètement différents. Mais si on met le mauvais médicament dans le mauvais diabète, l'équilibre glycémique obtenu ne sera pas suffisant. Et la rançon de ça, c'est les complications. Donc le but ultime, c'est de prévenir ces complications. La dernière question pour vous, ça ne concerne pas vraiment la conférence scientifique d'aujourd'hui, par exemple. Concernant AI, agent artificiel, tout ça, est-ce qu'on dit que peut-être agent artificiel va remplacer le travail des docteurs médicaux dans l'avenir? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos-là ou pas vraiment? Je ne suis pas d'accord avec le mot remplacer. En revanche, c'est des outils fantastiques pour mieux comprendre, mieux caractériser les maladies, mieux les identifier chez les patients. Et c'est un outil supplémentaire dont on ne disposait pas avant. Mais ça ne va pas remplacer le médecin, parce qu'à la fin, il y a toujours un esprit humain qui dira
si ce qu'a donné l'intelligence artificielle, par exemple, lorsqu'elle fait un diagnostic, est pertinent ou pas pertinent. Et on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle faire ce Soigner. qu'elle peut faire, des erreurs massives. Il y a besoin d'un médecin qui, à la fin, confirme ce que propose l'intelligence artificielle ou l'infirme. Mais ça reste un raisonnement humain. Merci, Dans ce qu'on connaît de l'intelligence artificielle actuellement. merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre temps précieux. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous Merci. en prie.